Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Vous écoutez toujours Mezzanine, l'émission placée sous le signe de la vie culturelle et associative. Sylvain, Pierre, Manon et Cassandre au micro. Et nous sommes toujours avec Alexiane Magnin. Comment vas-tu, Alexiane ? Toujours bien. Toujours bien. Eh bien, c'est parfait, car il va falloir s'accrocher. Nous allons aborder avec toi une nouvelle partie qui, je pense, va être trépidante. Alors... Tu t'es présentée au début de notre émission comme artiste indépendante. Alors, c'est quoi une artiste indépendante ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans une situation un peu précaire, mais qui l'a choisi en l'occurrence. En gros, ce qui est chouette dans ce statut-là, c'est que c'est un peu justement pluriel, si on peut dire ça. Ça se dit. Voilà. Et ouais, c'est un truc qui me permet vraiment de pouvoir m'égarer et évoluer dans différentes perspectives. Et en fait, c'est un métier, bon après comme beaucoup de métiers maintenant, mais qui peut aussi avoir une évolution, genre peut-être que dans 10 ans, je ferai plus du tout la même chose, mais voilà. Ok. Et donc, artiste indépendante, c'est ta manière à toi de te définir ou c'est un terme administratif que tu es obligé de remplir pour Pôle emploi ? Un mix entre les deux. Un En fait, mix moi, entre je les deux. suis graphiste, illustratrice, et à l'URSSAF, je suis artiste-auteur. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ouais, on voit que selon les institutions administratives françaises, on se perd dans nos identités artistiques. Alors, comment le fait de vivre de ton art a modifié ton rapport à l'art ? Est-ce que tu as vu une différence entre la Alexiane qui faisait des dessins, des illustrations pour elle et la Alexiane qui faisait des illustrations et qui recevait rémunération ? En fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai pensé récemment au fait que j'étais bien contente d'avoir choisi cette voie parce que j'ai toujours l'impression, bon, sans tomber dans le piège du métier passion, voilà. Mais c'est vraiment un métier où justement je dessine aussi encore beaucoup pour moi. Et même si il y a quand même ce côté où il faut trouver des clients, nanana, démarcher, essayer de vivre, ça me permet toujours d'avoir énormément de temps pour dessiner pour moi. Et en fait, des fois, je dis que je travaille, mais en fait, je considère ça comme du travail puisque ça me fait forcément améliorer mon style, etc. Mais c'est aussi principalement pour moi. Donc tu associes en même temps travail, amélioration, perfectionnement Ouais. et évasion, si j'ai bien compris. Ouais. Très bien. Tu expliquais aussi que tu avais fait un BTS en art, Design graphique. en design graphique. Donc j'ai l'impression que dans tes œuvres d'art, il y a deux parties, si je me trompe. Il y a la partie illustration artistique créatrice et la partie art appliqué, qui s'applique à des objets du quotidien. Est-ce que dans ta manière de voir tes œuvres, tu fais une différence entre l'art appliqué et l'art artistique, si je puis dire, ou... En fait, je dirais que l'art appliqué, disons que j'aime bien avoir abordé ça par le biais de l'art appliqué et pas forcément par le biais de l'art plastique, parce que je crois que j'aime bien le fait de pouvoir utiliser ça pour quelque chose. Bon, c'est un peu capitaliste ce que je Non, dis. mais vas-y, justement, c'est bien. T'inquiète. J'avais dit que ça allait être un peu brûlant. Comme C'est ça. vraiment pas du tout ma façon de voir la vie, mais Après, ça reste un métier, quoi. Donc, Ouais, il voilà. faut en vivre. Donc, Tu y a pas- travailles, ça vaut disons- quelque chose. oui, voilà, c'est ça. Et disons que j'aime bien le côté on me demande de faire quelque chose et je bidouille pour y arriver. Et ça, c'est plus le côté art appliqué. Et pour moi, tout ce qui est vraiment illustration pure et dure, c'est plus quelque chose qui va être personnel et dans l'idée de, par exemple, l'écrire une bande dessinée ou voilà. Et en fait, c'est un peu les deux tableaux sur lesquels je veux travailler. Et je me suis peut-être un peu éloignée de la question. Non, mais pas du tout. De toute façon, nous sommes là pour parler librement. Mais c'est intéressant ce chemin que tu nous proposes, car finalement, on a tendance à cantonner l'artiste dans un statut éthéré, dans un statut
non concret, on va dire, et toutes les personnes qui pourraient nous dire que l'art ne sert à rien. Mais finalement, si j'ai bien compris, ton art, ta vision artistique s'inscrit dans du concret. Mm. Et est-ce que tu considères, toi, que une œuvre d'art a une valeur particulière dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte particulier, par exemple celui de l'art appliqué? Tu veux dire... tu peux reformuler ta question. Pas de souci. Est-ce que tu penses qu'une œuvre d'art, comme une peinture présentée dans une exposition, par exemple, a la même valeur qu'une œuvre d'art qui pourrait être une réutilisation d'un objet qui servirait ensuite dans le quotidien, par exemple pour du mobilier ou même pour de l'utilité générale? Oui, ou de la communication et tout. Oui. En fait, disons que en termes de ce que j'aime bien faire, j'aime l'idée aussi l'idée du concret, etc. Mais pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose de nécessaire au-delà de ça. Et ça, c'est un peu la partie plus technique, en mode il faut que je mange et que j'ai des clients. Mais vraiment, pour moi, l'idée, c'est vraiment... par exemple, dans ce que je fais, c'est aussi le côté de tous les gens qui me disent qu'ils sont heureux quand ils ont des trucs que j'ai fait. Ou... Ouais, pour moi, aller voir des expositions, voir du cinéma, des choses comme ça, c'est nécessaire, mais pas dans un but alimentaire, etc. Enfin, en gros, on a besoin de l'art. Point. Ok. Non, mais c'est ça. Puis il n'y a pas de honte à vouloir vivre de l'art qu'on fait. On est tous... on parle entre artistes aujourd'hui. Et c'est normal de vouloir en vivre. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc. Et puis ça, c'est plus lié au graphisme. Mais c'est vrai que dans l'idée d'écrire des livres et des choses comme ça, c'est pas tant le but financier, ce serait plus genre la réalisation d'un projet personnel et communiquer des émotions. Et je trouve ça genre incroyable quand tu lis une BD et que tu ris ou tu pleures. Enfin, genre, c'est fou. Du coup, moi, ma question, c'est comment, en tant qu'illustratrice, tu peux trouver une stabilité dans ton travail. Par exemple, chez les comédiens, nous, on a le statut d'intermittent du spectacle qui nous protège. Mais du coup, je me pose la question par rapport aux artistes-auteurs. Je sais que c'était la merde en plus avec le confinement. Quel est votre filet de sécurité à vous? Alors, moi, personnellement, j'en ai pas trop. Enfin, en fait, disons que quand tu cotises quand même. Ouais. Mais j'avoue que... en fait, je compte pas trop dessus. Et à titre personnel, mon filet de sécurité, c'est plutôt de me dire, si vraiment j'arrive pas à trouver de clients, je prends un boulot dans l'alimentaire et je suis serveuse pendant un temps. Et en fait, ça me gêne pas parce que je me dis, j'essaye. Et j'essaye à fond et j'aurai toujours le dessin. Et même si, à un moment, je dois faire des petits jobs pourris, que j'aimerais pas faire, ce sera toujours pour rebondir et revenir sur les dessins. Je trouve ça vachement sain comme façon de... Et il faut avouer que nous-mêmes, en tant que petits comédiens qui démarrons, on a aussi cette crainte-là. Et c'est vrai que je me suis déjà confronté à cette réflexion de, au pire, si on n'a pas l'intermittence, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai que, par exemple, moi, je me disais que c'est peut-être un peu du masochisme, hein, je sais pas, hein, mais il y a un truc qui devient plus viscéral quand on sent que tout n'est pas déjà acquis, tout n'est pas déjà fait. Quand tu sais que tu essayes de choper un petit boulot de telle heure à telle heure pour calculer tes horaires, pour dire ok, de telle heure à telle heure, du coup, j'ai du temps pour travailler. En tout cas, moi, je commence vraiment juste, mais j'ai un petit sentiment de... Tu sais, ça me motive encore plus, en fait. Et cette période-là, elle m'a donné encore 2 fois plus la rage, en fait, pour être artiste. Je sais pas si tu as ressenti ce truc-là aussi. Et je trouve ça aussi un peu rassurant parce que ça veut dire que tu dis que si tu te sens prêt à faire des concessions comme ça, c'est que vraiment, t'aimes vraiment ce que tu fais et tu veux donner à fond. Et le fait d'être indépendante, pour moi, c'est aussi le côté que c'est mes projets et genre, j'ai vraiment envie de les voir le jour. Et je crois que j'ai aussi de la chance parce que je suis quelqu'un de pas du tout stressé. Et peut-être pas assez parce que moi, des fois, on me dit mais je pourrais pas être précaire comme toi. C'est un peu triste parce que c'est le lot de...
Mais moi, c'est ce que je trouve ça beau dans tous les artistes, que ça soit comédien, illustrateur ou n'importe. C'est qu'on fait partie de cette communauté où on va nous traiter de gros branleurs, qu'on vit au crochet du gouvernement avec l'intermittence, etc. Et en fait, ça m'énerve d'entendre ça parce que j'ai juste envie de vous dire, en fait, les gars, je pense qu'on est les gens, pas... Il n'y a pas que nous, mais on fait partie des gens les plus motivés. Nous, ce qu'on a demandé pendant le Covid, pendant le confinement, tout ce qu'on demandait, c'était de travailler. Et on s'est démerdé pour essayer de trouver des trucs pour travailler. On est prêt à faire un second boulot pour pouvoir faire de notre passion. On est prêt à répéter jusqu'à 3h du matin s'il le faut. Enfin, et même pour dessiner, j'ai une amie, ma meilleure amie qui est illustratrice. Elle travaille des fois, elle se passe des nuits blanches pour finir des projets. Enfin, on a une énorme volonté et ça m'énerve de voir que les gens, les Philistins, mes amis les Philistins sont persuadés qu'on est juste des gros branleurs et que voilà, on va une fois sur scène et puis on fait un texte qu'on a dû apprendre en 10 minutes ou voilà, on fait un petit dessin et puis voilà. Travail, c'est un énorme travail. Puis il faut une force, une volonté pour faire ces métiers. Ton matériau, ta matière première, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton travail. Exact, ouais. C'est ça qu'on oublie, c'est que... un peu à nu. C'est ça. Puis on compte pas les heures de travail gratos. Je sais pas si c'est le cas chez dans entre guillemets ta branche à toi, mais j'imagine que oui, parce que je pense que c'est l'eau de tous les artistes. Mais combien d'heures de travail gratos en fait on fait pour avoir un malheureux salaire ou un misérable cachet à la fin, quoi. Et donc la question finalement qui revient, c'est le théâtre, l'art, et pousse sur le terreau de la précarité, d'une certaine manière. Mais Alexiane, est-ce que tu penses que pour tout ce travail, pour toute cette énergie, pour toute cette envie, cette résilience, est-ce que l'œuvre d'art, finalement, ne devrait pas avoir une valeur autre encore que les objets du quotidien qu'on ne peut trouver au supermarché, par exemple, ou autre? Est-ce que tu penses que la valeur de l'œuvre d'art est juste en ce moment? Non. Non, parce que... Bon, après, elle a quand même sa place, mais clairement, on est dans un monde où c'est pas du tout privilégié. Aussi, ce genre de métier, tous les métiers artistiques de manière générale. Et par exemple, on l'a vu avec le Covid, où c'est vraiment ce qui passe à la trappe. Et on te parle des métiers absolument nécessaires, alors que ça l'est. Donc, effectivement, non, je pense pas. Et en plus, j'ai quand même tout un truc où je me dis, nous, quand on a fait des études de graphisme, t'avais aussi des études de publicité, des choses comme ça. Et c'est des trucs où, éthiquement, c'est pas du tout ce qui rentre dans mes valeurs, tu vois, genre vendre des produits et des choses comme ça. Je pense qu'on devrait revenir à un mode de vie plus simple et plus beau et plus axé sur ce genre de... Et donc toi, tu dissocierais alors la publicité de l'art appliqué que tu pratiques alors, non? C'est juste que tu as un peu différentes branches. Tu as plus la publicité, tu as tout ce qui est packaging et choses comme ça. C'est sûr que c'est de la com, mais moi, c'est pas non plus ce que je veux faire en numéro 1. C'est plus le côté alimentaire. D'accord. Voilà. Il arrive. Je ne peux plus le contrôler. Il est là. Il arrive. Non. Partez. Allez vous cacher. Courez. Il est là. Le Sylvain d'épaule. Les 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 Sylvain d'épaule. Nous voyons tous d'une manière qui nous est propre le monde qui nous entoure. Certains sensibles à des agencements de lumière, d'autres à la disposition des bâtiments, ou encore à la palette chatoyante d'un soleil couchant. Par notre regard, notre environnement partagé devient un tableau personnalisé, chacun le créant à sa façon. Un peu d'azur céleste sur un firmament scintillant, et beaucoup de cuits célestes sur de fermes mamans au sein titillant. Oui, si vous voulez. Pour autant, parmi l'éparpillement des visions, il y en a certaines qui sortent du lot, ayant réussi non seulement à transformer le monde, mais à le projeter à nouveau devant nous, dans une forme nouvelle, parfois impressionnante et quelquefois déconcertante.
par un travail de recherche, de construction, de création, la préhension du regard et l'appréhension de la suite se font corps et matériaux pour devenir finalement une œuvre se détachant des objets quotidiens, une œuvre d'art. Le travail de notre invité, que nous avons étudié sur toutes les coutures, enfin presque toutes les coutures, plonge le spectateur au sein de multiples bulles où se retrouvent présentés des fragments de réalité. Une réalité augmentée par une reproduction graphique offrant de nouvelles perspectives oniriques, de par la féerie introduite ou touchante de simplicité, car nous est montré ce qui nous entoure sans que nous l'ayons vraiment remarqué. M'est venue à l'esprit une question, au milieu des atermoiements de mes compagnons. « Je ne te permets pas de décrire mes analyses de Spinoza de cette façon. Et moi, je cherchais juste sur Pornhub une sextape de Macron. Je... Quoi ? Il leur faut des vacances. Comment la philosophie a traité les créations des personnes qui, aussi bien par leur regard et par leur réflexion, ont su captiver ou choquer les publics sur des générations ? Je veux bien sûr parler des artistes, plus précisément du génie dont la philosophie les a attribués et des œuvres d'art que celui-ci a créées. 3 moments nous permettront de penser la valeur de l'œuvre d'art au sein de la philosophie. La figure de l'artiste, le génie artistique et enfin la valeur de son œuvre. Ah, enfin un plan clair, net et précis. Ouais, actrice, caméra et argent. On peut faire de la pornographie, mais ça suffit. Dans la philosophie, la figure de l'artiste est controversée, usant de charme et d'illusion pour tromper nos sens en nous faisant voir une réalité altérée. Il est chez Platon l'ennemi de la sagesse et de la raison. En effet, l'être vrai des choses est évanescent et difficile à atteindre, et là où l'esprit peut atteindre les idées, les sens se font facilement tromper. Dans la République de Platon, Socrate nous présente un artiste si doué que les oiseaux picorent les grappes de raisin qu'il peignit. Plus tard, c'est Homère qui est présenté, père de la poésie et de l'épopée grecque, dont l'œuvre littéraire est telle qu'elle n'est pas simplement reconnue comme poétiquement extraordinaire, mais comme ce qui compose les grands mythes grecs. Telle est la force de l'artiste et son danger pour Platon, la capacité de feindre le réel à la perfection et d'amener le public à envisager ses créations comme fondement de la culture. L'artiste, le peintre comme le poète, a du pouvoir, conduisant les individus à non seulement croire, mais vivre. Pouvoir incompatible avec l'atteinte de la vérité chez Platon, car l'humain doit pouvoir de lui-même et dans la difficulté que cela implique, prendre conscience qu'il ne sait rien, et ainsi être prêt à accueillir la connaissance, ce qui n'est pas permis par l'artiste. La figure de l'artiste présente donc une force, un génie. Mais quel est-il ? Nous ne savons pas comment le définir, bien que chacun en connaisse au moins un. Non ? Oh oui, pour moi c'est Léonard de Vinci. Et pour moi c'est Rocco Siffredi. On s'en serait douté. D'où provient la force créatrice de l'artiste, le faisant se distinguer de la masse humaine ? C'est Kant qui va théoriser en premier le concept de génie, caractéristique de l'esprit esthétique, permettant de mettre en concept, en objet extérieur, une pensée sensible provoquée par la réception d'un phénomène du monde. Il ne s'agit pas seulement de ressentir et de regarder, mais de rassembler et de ressortir. Le génie de l'artiste a donc ceci de particulier qu'il crée, en plus d'imaginer, par une force permettant à sa sensibilité de sortir du carcan de son imagination, ouvrant la voie à l'œuvre. Ce concept de génie fait suite au concept d'inspiration, qui désignait cet élan dont était empli l'artiste et dont la provenance était avant tout extérieure. Comme le prophète recevait en lui la parole de Dieu et l'interprétait par ses propres mots, l'artiste était insufflé d'un souffle, d'une inspiration quasi divine, qui le poussait à créer. C'est une subtile manœuvre pour discréditer l'individu en lui ôtant toute responsabilité dans la création. Ça arrive aussi à ceux qu'on accuse d'utiliser Photoshop. C'est pas le sujet. Par le génie, l'artiste retrouve son droit. Par le génie, l'artiste retrouve son droit personnel à la création, même si plus tard des philosophes tels que Nietzsche ou Kierkegaard tirent la création hors du fantasme. Avant toute chose,
Créer demande un effort, voire une souffrance. Combien d'écrits, de peintures, souvent considérés comme magnifiques et merveilleux, furent alimentés par les larmes, les craintes, le doute. Le génie, derrière sa parure dorée, recèle de noirs secrets. Terminons par une question tout aussi préoccupante, la valeur de l'œuvre d'art. Notre époque place l'argent comme étalon de la valeur. La spéculation permet d'appliquer à chaque objet et chose un nombre représentant son prix. Que faire de ce prix ? L'art se réduit-il à un simple nombre ? Peut-on représenter le processus de création et de conception par une somme monétisée ? Si le créateur, l'artiste, a des besoins vitaux, ayant été convoqué pour permettre à l'art d'exister, ce qui fait une première raison à cette valeur, l'œuvre d'art n'a-t-elle pas une plus-value ? Le rêve, la réflexion, l'évasion qu'elle permet au tout un chacun, ne fait-il pas grimper en flèche jusqu'à le rendre caduc, le prix que désire lui attribuer le marché ? Des sommes folles sont proposées pour des œuvres dont le but est de plus en plus questionné. Est-ce un art d'humain à humain ou de profit à profit ? Telle est la situation problématique de l'œuvre d'art, qui se voit dédoublée entre l'art et l'émancipation, et la spéculation et l'aliénation. Un artiste est-il encore libre si de l'argent dépend son œuvre, et si son œuvre est vue comme produisant de l'argent ? On pourrait rapidement répondre qu'une chose ne pourra jamais être achetée, le ténu fragment inaltérable de sens, présent lors de la rencontre de l'individu et de l'œuvre d'art. Dialogue intemporel entre l'artiste et son public. Pour celles et ceux désirant continuer sur cette réflexion, vous pouvez lire La naissance de la tragédie de Nietzsche, qui interroge l'origine du théâtre grec dans son aspect vital et passionné, ou La poétique d'Aristote, permettant une vision du théâtre grec dans son aspect éthique et pragmatique. La critique de la faculté de juger de Kant, pour aborder la pensée de cet auteur sur la manière de traiter une œuvre d'art comme telle, et enfin, le corpus, l'œuvre d'art de Béatrice Lenoir. Édition GF Flammarion, compilation de textes divers sur l'objet philosophique de l'œuvre d'art.